Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau QCM. Cette fois-ci, c'est un QCM qui est spécial nucléaire. Donc, vous êtes en train d'étudier le nucléaire. Je pense que tout le monde maintenant a fait l'unité de nucléaire. À vous donc de tester, de s'auto-évaluer. Vous allez tester vous-même à travers ce QCM parce qu'à la fin, en répondant à ce QCM, vous allez avoir votre note. Donc comme toujours, avant de commencer, essayez de partager cette vidéo-là au maximum avec vos amis. Bon, pour le moment, il n'y a pas encore d'élèves qui regardent cette chaîne. Je ne sais pas pourquoi. Essayez de la partager, essayez de la faire connaître auprès de vos camarades. Et bien sûr, donc je vais essayer de continuer s'il y a toujours une demande. Donc là, on est à l'arrêt numéro 4. J'espère que le train ne s'arrêtera pas à cet arrêt-là. Allons-y donc pour les questions. Donc là, pour les premières questions, donc c'est... Peut-être il y a des questions qui vont se répéter dans le QCM parce que je ne fais pas attention aux anciens. Donc là, ce sont des questions de concours 2020. Hein, le concours de l'année dernière qui était commun entre la pharmacie, médecine et dentaire. Bon, première question. Là, on vous donne la radioactivité d'une masse M0 d'une tonne contient T égale à 0,05% de l'uranium 235. Voilà les données. Le demi-vie, on va dans log de 2, 47 fois 0,128, 64 sur 11, le nombre d'Avogadro, la masse molaire de l'uranium. Première question, le nombre de noyaux d'uranium dans la roche à T égale à 0. D'accord? À T égale à 0. Vous connaissez la masse d'une tonne, vous savez le pourcentage d'uranium, donc il faut essayer de trouver le nombre de noyaux à T égale à 0. Ensuite, connaissant le nombre de noyaux, connaissant bien sûr T1,5, vous pouvez déterminer l'activité à T égale à 0. Là, c'est question facile. Question 3. À T égale à 28 10 puissance 8, quelle est l'activité de l'uranium? Donc, j'ai déjà répondu à ce type de questions. Ceux qui ont suivi les anciens QCM vont répondre facilement à cette question-là. Bien. On continue donc. Voilà pour les questions 1, 2, 3, toujours question 4. Donc là, on va d'abord enlever ça, voilà. Donc vous avez pour la question, le bismuth est un élément radioactif. L'écriture suivante donne deux désintégrations successives. Donc le bismuth se désintègre suivant une première désintégration en donnant le polonium qui a Z1. Et ce polonium lui-même radioactif, ce type de désintégration, c'est alpha. Et voilà, ce type de désintégration, c'est alpha. Et en se désintégrant, en émettant une particule alpha, et dans le plomb, qui a un numéro de masse A2 et un Z égale à 2. Choisir quelle est parmi les 5 réponses. Est-ce que alpha... le type de désintégration A et les valeurs de Z1 et Z2. Quel est le type de cette désintégration? Est-ce que c'est alpha d'abord ou bêta moins? Une fois que vous avez choisi laquelle, vous avez éliminé plusieurs. Vous avez éliminé tout de suite 3 réponses. Ensuite, quelle est la valeur de Z1 et quelle est la valeur de A2? Bien sûr, là, il faut faire les lois de conservation de nombre de masses et de numéros atomiques. On continue. Cette question, je l'ai déjà posée, je pense, dans le concours précédent, mais c'est pas grave, vous pouvez la refaire, ceux qui l'ont pas encore fait. Donc, le fer est radioactif, toujours, c'est du concours 2020. Hein. Toujours ça, c'est du concours de l'année dernière. On vous donne le fer 2659, radioactif bêta-, un échantillon de fer d'activité à 0. Chaque 10 jours, on mesure l'activité A de T de cet échantillon. On remarque que A de T sur A de T plus 10 et les constantes, c'est 1,17. On vous donne la loi de décroissance, on vous donne le log de 1,17. Le noyau fils formé de cette désintégration, lequel? Donc, désintégration de fer dans le bêta- plus x, lequel de ces 5 éléments. Ensuite, la valeur de la constante radioactive de fer est lambda. Bon. Bien sûr, vous allez utiliser cette relation pour déterminer lambda.
et vous allez déterminer sa valeur. Ensuite, on continue. Bon, pour la question 7, il faut utiliser une calculatrice, hein, d'accord, parce que les calculs intermédiaires ne sont pas donnés. On vous dit l'iode est nécessaire au corps humain. Il intervient dans la formation des hormones thyroïdales. Tout ça, c'est donné. L'iode est un isotope naturel non radioactif. L'iode possède un isotope naturel non radioactif et un isotope artificiel 53-131 qui lui est radioactif. Sa mode de désintégration, c'est β-. La désintégration de l'iode donne β- plus le xénon de Za. L'iode est utilisé dans le domaine médical. On vous donne sa demi-vie, 8,1 jours, sa masse molaire, nombre d'Avogadro, l'activité de l'iode de masse M, 1 gramme est. Donc là, on vous donne la masse d'un gramme, quelle est son activité. On a d'indication, il suffit de déterminer combien de noyaux contient 1 gramme d'iode. Et si vous connaissez combien de noyaux, vous connaissez T1,5, vous pouvez déterminer facilement l'activité de cet échantillon-là. Question 8, là, ça demande un peu de réflexion. Je vous laisse le soin de réfléchir un petit peu. À t égale à 0, le taux de comptage provenant d'une source radioactive était de 1600 coups par seconde. Qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de cette information? À t égale à 8 secondes, il devient uniquement 100 coups par seconde. Alors, le taux de comptage après 6 secondes est. À vous de choisir la bonne réponse. Continue toujours. Donc, on passe à la question 7. Donc, l'iode est nécessaire au corps humain. Il intervient dans la formation des hormones. Tout ça, c'est des données. Il possède un noyau radioactif, un isotope radioactif, un isotope artificiel, un isotope non radioactif, pardon, et un isotope radioactif qui est l'iode 131-53. Son mode de désintégration, c'est β-. Il donne le xénon. Il est utile dans le domaine médical. Donc là, dans les concours, il faut essayer de chercher juste les informations utiles. Tout ce qui est utile, formé par quoi, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que il est radioactif de type β-. Il donne le xénon. Sa demi-vie, bien sa période, sa masse molaire, nombre d'Avogadro. Et la question, c'est que quelle est l'activité d'un échantillon d'iode de masse M égale 1 gramme? On vous donne plusieurs réponses. À vous de choisir la bonne. Comme indication, vous allez déterminer combien de noyaux contient une masse d'1 gramme de l'iode. Une fois que vous connaissez combien de noyaux, connaissant lambda, à travers T1,5 bien sûr, vous pouvez déterminer à 0. Question 8, là il faut bien réfléchir. À t égale à 0, le taux de comptage provenant d'une source radioactive est de 1600 coups par seconde, ou bien désintégration par seconde. Après 8 minutes, il devient 100 désintégrations par seconde. Après 6 minutes, 8 secondes, pardon, après 6 secondes, il est de combien? Donc là, il faut bien réfléchir. Quelle information peut-on déduire du fait que l'activité à t égale à 0 était de 2600 coups par seconde? Après 8 secondes, il devient 100 coups par seconde. Donc ces deux informations vont vous permettre de déterminer une information qui sera utilisée pour répondre à la question. Question 9, là c'est une question de cours. Si la période d'un métal radioactif d'un métal est de 2 ans, alors il se désintègre entièrement en 2 ans. Après 8 ans, il reste un quart. Le métal va se désintégrer entièrement en 4 ans, ou bien ne se désintègre jamais complètement. Question 10, quelles sont les notations correctes? Là aussi c'est une question de cours. Le neutron 1, ou bien le neutron 1, 0, ou bien le proton 1, 0. Il y a 2 bonnes réponses, à vous de les choisir. Question 11, là il faut répondre juste par vrai ou faux. Et dans le fichier de réponse, je vous ai donné 5 propositions, vrai, faux, 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 à vous de choisir lesquelles. Mais je vous conseille de répondre à chaque question A, B, C, D. Voilà les données. Là, vous n'avez pas besoin de calculatrice puisqu'on vous donne lambda. On vous dit le thorium subit une désintégration, une série de désintégrations. C'est une famille radioactive, alpha et bêta moins. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire le thorium va se désintégrer en un noyau X, par exemple en mettant un bêta moins. Son noyau va se désintégrer en un noyau Y en mettant alpha, et ainsi de suite jusqu'à
arriver à un noyau qui est stable, et le noyau qui est stable, c'est le plomb 82-206. Et toute cette série de désintégrations, on les appelle une famille radioactive. Et on vous dit l'équation globale de la désintégration subie par le thorium est, est-ce que c'est vrai ou faux? 6 alpha, hélium 2, 4, 2 bêta moins, 1 moins 1, 0. Bon, il suffit de vérifier est-ce que Z et A sont conservés pour dire c'est vrai ou faux. La demi-vie de thorium T1,5 est 11,5 10 puissance 4. Bon, vous connaissez lambda, vous pouvez déterminer T1,5 et pour répondre par vrai ou faux. La quantité de thorium désintégrée au cours d'une durée T est proportionnelle à cette durée. Ça, c'est une question de cours. Et enfin, un échantillon qui contient 0,5 millimoles de thorium et 0,75 millimoles de plomb. Cet échantillon a un âge de 2, là, c'est le principe de la datation. Si vous connaissez à un instant T combien il reste du thorium et combien il est formé de plomb, vous devrez être capable, j'ai déjà traité ce type d'exercice dans les corrigés des anciens baccalauréats qui existent sur la chaîne. Je vous rappelle qu'il y a sur la chaîne une vidéo qui s'appelle « Corrigé de tous les anciens baccalauréats depuis 2008 jusqu'à 2020 » sur le thème nucléaire. Toutes les questions sur le nucléaire, je les réunis en une seule vidéo et est disponible sur la chaîne. Et là, j'ai répondu à ce type de questions et vous allez voir est-ce que l'âge est égal à ça ou c'est pas ça. Question 12, au cours des désintégrations nucléaires, c'est une question vraiment très classique. Là aussi, il faut choisir une, 2 ou 3 bonnes réponses. Le nombre total du nucléon est conservé, de l'énergie nécessaire est nécessairement dégagée, la masse totale est conservée, on peut créer de nouveaux éléments chimiques, la charge électrique totale est conservée. Comme indication, il n'y a que 2 bonnes réponses dans cette question-là. Question 13, sur un échantillon dans lequel se déroule une réaction nucléaire de désintégration radioactive, dégageons une énergie. Là, c'est vraiment une question de réflexion et vraiment une question de concours. On vous donne son énergie, 5,6 mégaélectronvolts, son activité, quelle est la puissance dégagée par cet échantillon. Donc là, je vous laisse le soin de réfléchir, je ne vais pas donner d'indication. Et quand j'aurai l'occasion de corriger en détail ce QCM, on va bien sûr vous donner plus d'informations. Là, c'est une question de cours. Choisir laquelle de ces 4 expressions est correcte. Est-ce que l'énergie libérée, c'est la masse des réactifs moins la masse des produits? La masse des réactifs moins la masse des produits fois C carré. La masse du produit moins la masse des réactifs fois C carré. Ou bien la masse du produit moins la masse de réactif. L'énergie libérée ou bien l'énergie de la masse du produit moins l'énergie de la masse des réactifs. Bon, ça c'est une question classique. Un échantillon radioactif de noyau dont la constante radioactive vaut 6 10 puissance moins 2, là c'est 10 moins 2, contient 1 10 puissance 20 noyaux à un instant T, choisi comme origine. Combien de noyaux restent à la date T égale à 30 secondes? Bon, je pense, ça vous devrez être capable de répondre si vous avez bien compris le principe ou bien comment évolue l'activité en fonction du temps. Question 16. Quelles sont les unités correctes pour la désintégration? Est-ce que désintégration pour l'activité, pardon, pour décrire l'activité, quelle est l'unité correcte? Bon, ça peut être 2, ça peut être 3 parmi ces réponses-là. Désintégration par an, par jour, par seconde, par milliseconde ou bien le becquerel. Question 17. Lors de la désintégration d'un noyau père, le noyau fils est moins instable, faites attention, moins instable que le noyau père. Moins instable, ça veut dire plus stable. Plus instable que le noyau père, ou bien il est stable. Enfin, question 18. Quelle est la raison particulière pour laquelle un noyau instable se désintègre? Là aussi, c'est une question souvent posée dans le concours. Un noyau se désintègre quand sa température augmente, se désintègre quand il subit une forte variation de pression, se désintègre quand un de ses voisins s'est désintégré. Il n'y a pas de raison particulière sur le choix de l'instant de les désintégrations au lieu au hasard. Enfin, question 19, juste par répondre A ou B, la radioactivité est un phénomène naturel ou bien artificiel. Et enfin, la radioactivité est un phénomène spontané ou bien provoqué par un bombardement de neutrons. Donc voilà, comme d'habitude, vous allez trouver dans le lien, dans la description de la vidéo, le lien dans lequel vous allez répondre et vous allez voir votre score à la fin.
Bon, il y a des élèves qui ont choisi une bonne méthode et la suivante. Chaque QCM, ils chronomètrent d'abord. Il faut choisir, et c'est ça qui est très important. Et il faut répondre, mais aussi dans un temps le plus court possible. Donc, il faut que, au fur et à mesure que vous évoluez, si vous avez répondu dans 35-40 minutes dans le premier concours, il faut arriver maintenant à répondre dans 30 minutes à une grande partie de ces questions-là. Donc voilà, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas bien sûr à le partager au maximum parce que, bon, 200, il y a à peu près 300 élèves qui ont regardé, qui ont fait ce QCM, c'est pas beaucoup. Et j'espère qu'il y aura davantage dans ce 4e arrêt. Bon courage, bonne continuation. Toujours partagez la chaîne avec vos amis. N'oubliez pas que vous avez le corrigé de tous les anciens baccalauréats sur la chaîne. Ils sont disponibles. S'il y a des questions, bien sûr, ils sont les bienvenus dans les commentaires. Et à bientôt.